Binge audio. Salut tout le monde, c'est Camille Test. Si je vous dis cross du collège, muscu, cardio, épreuve de sport au bac ou jogging du dimanche, c'est quoi le genre d'émotion qui vous traverse ? Moi, pendant très longtemps, je ne pouvais pas penser au sport sans ressentir de la honte, de la peur et même parfois une forme de détresse. En gros, jusqu'à mes 10 ans, ça allait. J'étais plutôt sportive, je courais vite, j'aimais bien le foot, grimper aux arbres. Et je me souviens qu'avec mes copines, on utilisait nos récréations pour s'entraîner à tenir en équilibre sur nos mains, à faire des roues, des ponts, des grands écarts, fiers de tout ce que nos corps étaient capables de faire pour nous. Mais à l'adolescence, est arrivé son lot d'injonctions. En 6e, ma meilleure amie a apporté un déodorant en classe et j'ai découvert le péché capital des 11-18 ans. Transpirer. Fini le sport à la récré. Hors de question d'avoir des auréoles sous les bras ou le front qui brille ou le visage tout rouge. Et puis de toute façon, bouger à la pause était devenu incompatible avec mes vêtements de fille, ajustés et délicats, ainsi qu'avec le maquillage sans lequel je ne sortais plus. Au lycée, un garçon a remarqué un jour, en regardant mes bras, que j'avais de gros muscles. Dans sa bouche, ça ne sonnait pas vraiment comme un compliment. Dès lors, rêvant d'avoir, moi aussi, les clavicules saillantes et les petits bras fins des magazines, j'ai pris exemple sur une fille de ma classe. Atteinte du même problème que moi, à savoir posséder des muscles, elle avait pris le parti d'arrêter le sport et d'entamer un régime drastique. Comme le reste de son corps, ses bras avaient fondu. Pour toutes ces raisons, mais aussi, entre autres, parce que comme 43% des femmes, selon une étude Runner's World, je ne pouvais pas faire du sport en extérieur sans subir de harcèlement, j'ai développé ce que les anglophones appellent de la gymtimidation, c'est-à-dire le fait d'être intimidé par les environnements sportifs. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui toucherait à peu près 35% des hommes et 65% des femmes. En tout, je pense avoir entretenu une relation toxique et anxiogène avec le sport, entre envie et peur d'en faire pendant au moins 15 ans. Si j'en suis sortie, c'est parce que j'ai découvert des pratiques moins centrées sur la performance, comme le yoga, que j'ai fini par enseigner, et c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont réconciliée avec l'activité physique. Parmi ces personnes, il y a Agathe Filbé, qui, loin du culte du corps parfait ou hyper efficace, développe une pratique du mouvement que je trouve profondément émancipatrice. Agathe est mon invitée de ce soir, vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Agathe. Merci beaucoup. Agathe, tu étais photographe et prof de yoga. Et aujourd'hui, tu es prof de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le mouvement avec un grand M ? Alors, le mouvement avec un grand thème, c'est vrai que c'est un terme volontairement très général, presque vague quand on l'évoque comme ça. Moi, la manière dont je travaille, dont mes cours se déroulent, pour être très précise, avec mes élèves, on se retrouve au parc, donc en extérieur. Nous, notre pratique, elle n'est pas attachée à un lieu en particulier. On peut pratiquer dans des endroits très divers. Et on va s'attacher à explorer, on va dire de façon large, les capacités physiques du corps humain. Ou les qualités motrices, ce qu'on appelle les qualités motrices. On les connaît tous et toutes. Ça va être la force, la souplesse, ça peut être de l'endurance, ça peut être de l'agilité. L'explosivité, ça en fait partie, ou la coordination. Donc, par exemple, un jour, on va se dire, OK, sur une partie du cours, on veut développer dans nos corps la coordination. Et pour ça, on va aller piocher des outils dans des pratiques sans se mettre de frontières, donc de façon très généraliste, dans des pratiques diverses. Par exemple, la coordination, on peut se dire qu'on va apprendre les bases du jonglage. OK, on va coordonner les mains avec une notion de tempo, avec des balles, et on va regarder le jonglage. Donc ça vient plus du cirque. On va se dire aussi qu'on trouve de la coordination dans des sports de combat. La boxe, où on va travailler différemment, le jeu de jambes, la latéralité gauche-droite, et comment on coordonne le corps aussi face à quelqu'un avec qui on travaille. Et évidemment, ça peut aussi faire partie de l'univers de la danse, ou bien sûr, dans une chorégraphie, des pas, il y a aussi de la coordination. Donc, on va aller piocher comme ça dans différentes pratiques pour
travailler autour de ce sujet-là. Mais ça peut être vrai sur la force, ça peut être vrai de la souplesse et de tout ce genre de qualités, en se disant que l'objectif qui est derrière tout ça, c'est d'avoir un corps, on va dire, équilibré ou harmonieux en termes de ces qualités physiques qu'on va chercher à développer. Quand on parle d'harmonie, c'est pas une harmonie esthétique, c'est une harmonie, on y reviendra tout à l'heure, d'un corps qu'on pourrait qualifier d'intelligent. Cette pratique, tu l'as développée, enfin tu ne l'as pas inventée, mais en tout cas tu te l'es appropriée après un événement personnel. Tu veux bien nous raconter ? Oui, donc moi j'étais jusqu'en 2015, donc mes 33 ans, j'étais prof de yoga comme toi. Et aussi bonne que toi, j'espère. Et j'ai eu un accident de la route. En fait, moi, j'étais à vélo et j'ai été renversée par une voiture dans le sud de la France qui roulait. Enfin, c'était sur une nationale, donc on était sur des vitesses importantes. Et j'ai eu ce qu'on appelle un polytraumatisme, donc un grand nombre de fractures. Un peu éparpillées sur tout le corps, depuis la nuque, le bassin, les deux jambes, une cheville, etc. Donc un accident grave qui, bien évidemment, a mis un terme à ma jeune carrière de prof de yoga et à beaucoup de choses dans ma vie, puisque s'en est suivi à partir de là pour récupérer, on va dire, une vie d'abord de l'autonomie et puis ensuite une mobilité normale. Donc pour moi, c'était marcher sans béquille et sans y penser, sans douleur. Ça m'a pris à peu près 4 ans avec les temps de rééducation et de chirurgie à répétition à ce moment-là. Donc ce que ça a créé chez moi, souvent j'aime bien dire que ça a ouvert un peu trois questions, 3 portes. La première, ça a été bien sûr celle de la santé, mais au sens où je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi après cet accident et en général, être en bonne santé. Il y a les recommandations du gouvernement, il y a tout ce qu'on veut, mais pour moi, en tant que personne, dans mon corps, ça va. À quel moment je vais me dire, par exemple, tiens, je suis à nouveau en bonne santé. Donc ça a été de réfléchir à cette question-là. La deuxième question, c'était celle de la résilience, au sens physique, aussi mental, parce que ça va avec, mais physique, de me dire, ok, comment je récupère d'abord une vie sans douleur, ou avec le moins de douleur possible et de séquelles, mais aussi pour l'avenir, puisque malheureusement, c'est pas parce qu'on a eu une merde dans la vie qu'on peut pas en avoir d'autres. Je touche du bois pour pas en avoir d'aussi grave, mais néanmoins, ça peut arriver. Comment je fais ? Pas pour les éviter, ces événements, parce que s'ils doivent arriver, ils arrivent, mais pour préparer mon corps au mieux possible à ce genre de choses. Et la troisième question, c'était vraiment celle qui va avec les 2 premières, de la longévité. Quand j'ai fini, je suis sortie de cette rééducation, j'avais 38 ans, 37-38. Donc ma question, c'était qu'est-ce que je vais faire pour bien vieillir avec ce corps qui a déjà passé un certain nombre d'épreuves, et qu'est-ce que ça signifie pour moi, dans mon corps, maintenant, bien vieillir, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 et après. Donc c'est vraiment ces 3 questions-là qui ont émergé. Et pour moi, à partir de là, mon corps est devenu mon laboratoire, en fait. Et j'ai vraiment travaillé que à partir de mes sensations. J'avais plus rien à perdre. Le premier truc, c'était de me remettre debout. J'ai commencé à travailler beaucoup au sol avant ça. Et c'était d'explorer des techniques, des professeurs, des méthodes, et voilà, et d'aller voir le plus possible de choses pour nourrir cette réflexion et avancer. Alors avec toi, pendant cette heure, je voudrais qu'on se demande à quoi ça sert de bouger son corps en réalité, en quoi le mouvement peut être un allié précieux et notamment pour notre santé mentale, et est-ce qu'il existe des obstacles à ce que ça le devienne. Et pour ça, je vais inviter Daniel Batula à nous rejoindre. Bonsoir Agathe. Alors Daniel, nos auditeuristes ne le savent pas forcément, mais tu es un grand sportif. J'ai fait du sport pendant assez longtemps, depuis mon plus jeune âge, parce que mes parents m'ont toujours conseillé et encouragé à faire du sport. Donc je suis passé par de la natation en compétition haute fréquence, 5 fois par semaine. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui m'a toujours soutenu et que j'ai toujours gardé tout au long de ma vie, que je continue encore maintenant. Je suis passé maintenant à du trail ou de la course à pied, un peu de vélo, du sport de façon hebdomadaire, très régulière, parce que c'est un équilibre de vie qui est majeur pour moi. Je m'en suis rendu compte, j'en ai besoin pour me sentir bien, pour extérioriser des choses, pour gérer un stress, pour un tas de choses dans ma vie, et je me rends bien compte de l'effet bénéfique que ça me procure chez moi. Alors que tu n'es pas en train de faire du sport ou avec nous sur le canapé de la Gaîté Lyrique, tu es aussi psychiatre au CHU de Strasbourg. Est-ce que mon introduction, elle t'a parlé ? Est-ce que tu perçois autour de toi, parmi tes patients, notamment des gens qui ont un rapport conflictuel
avec l'activité physique ? Dans mon exercice de psychiatre, j'ai un public principalement féminin et comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a un gros frein à la pratique du sport en extérieur, c'est le harcèlement de rue. Donc beaucoup de femmes subissent du harcèlement de rue, presque toutes, de façon classique quand on se déplace et quand on fait du sport, c'est encore pire parce qu'on est dans des tenues où on est à l'aise, qui peuvent être moulantes et donc vous avez encore le droit d'avoir encore plus de harcèlement. Donc ça met un premier frein, donc les personnes vont se tourner vers des choses en intérieur qui sont payantes, donc ça crée une première différence entre les personnes qui ont les moyens de pouvoir faire du sport de façon sécurisée et donc ça c'est la première chose que je rencontre chez les personnes que je vois. Ensuite il y a le côté faire du sport, j'aime pas parler de sport, je préfère parler d'activité physique parce que dans le terme sport il y a la notion de performance, la notion de compétition qui peut souvent être sous-jacente. Alors je leur dis faire de l'activité physique. Dans les recommandations des médecins qu'on a, c'est faire de l'activité physique 3 fois par semaine, une demi-heure. Quand on parle d'activité physique, on parle pas de faire un marathon, on parle de une demi-heure, par exemple de course à pied à un rythme où on peut tenir une conversation en même temps. Si vous arrivez à tenir une conversation en même temps que vous courez, ça veut dire que vous êtes en activité physique correcte pour votre organisme et que vous pouvez normalement continuer très longtemps et que vous ne serez pas dégoûté de la première séance de sport que vous allez faire. Vous allez avoir quelques courbatures, mais ça vous donnera envie de continuer. L'idée, c'est d'avoir de l'activité physique à cette échelle-là. Et puis ensuite, les différents freins qu'il peut y avoir encore, c'est faire tout ça. Donc, quand je vois des personnes, parfois ça m'arrive pendant un entretien, au lieu de parler des traitements, de la pathologie ou de quoi que ce soit, on va faire qu'un entretien sur l'activité physique qui est le plus adapté pour la personne. Voilà, je suis dans un petit studio, j'ai un tapis de gym, je fais des petits exercices, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube et je fais des petits exercices comme ça de façon quotidienne. Tiens, je me suis rendu compte que je gagne un peu en souplesse, que j'ai un peu moins de stress et puis en plus comme je suis chez moi, ça me coûte pas d'argent, je subis pas de harcèlement de rue et ainsi de suite. Moi c'est plus faire du vélo pour aller en plus au travail, ça me fait une activité régulière, j'économise d'un point de vue des transports et ainsi de suite. D'autant que toi, ton travail de psychiatre te conduit à accompagner un certain nombre de troubles psy notamment, parfois des choses assez lourdes, et l'activité physique peut être une alliée majeure. Dans tous les cas, l'activité physique, quand on est une personne qui ne souffre pas de troubles psychiatriques, c'est quelque chose d'intéressant pour l'organisme, pour éviter différentes choses, différentes pathologies. La plus importante des médecines, c'est la médecine préventive. Si vous vous entretenez, si vous faites de l'activité physique de façon régulière, vous tenez à distance plein de types de pathologies. En psychiatrie, on s'est bien rendu compte que c'était très important dans plein de troubles, par exemple dans le trouble anxieux. Dans le trouble anxieux, vous avez des attaques de panique, vous avez tendance à beaucoup transpirer, il y a le cœur qui bat plus vite, vous allez respirer plus vite. Le cœur qui bat plus vite, transpirer et respirer plus vite, c'est quelque chose qui se produit également quand on fait une activité physique. Quand on a un trouble anxieux et qu'on a un gros moment de stress, on a ces facteurs-là qui viennent et c'est associé à du cortisol et à du stress et le cerveau l'enregistre comme quelque chose de négatif. Si on se remet à faire une activité physique, on va transpirer, on va avoir le cœur qui bat plus vite et on va respirer plus rapidement. Le cerveau va au départ imaginer que il y a peut-être un danger, peut-être du stress, mais comme on est en activité physique, on va avoir une hormone d'endorphine qui va venir et ça va nous créer un plaisir. Et donc le cerveau va dissocier les symptômes qu'on avait au départ et va se dire en fait ça peut être quelque chose d'agréable. On retrouve ça pour la dépression, une activité physique de façon assez régulière dans les troubles dépressifs, ça va aider à avoir de l'endorphine, donc avoir l'hormone d'un peu plus de plaisir. Ça va aider pour les troubles de la concentration. On le retrouve également dans les troubles du comportement alimentaire, dans l'anorexie mentale. L'idée, c'est de faire de l'activité physique adaptée. Donc, dans l'anorexie mentale, parfois, les personnes sont en contrôle de leur poids et donc vont faire une suractivité physique. Il y a des gens qui vont leur dire « Non, il faut que vous arrêtiez toute activité physique ».
L'idéal, c'est pas ça. L'idéal, c'est peut-être plus de se dire, je vais faire une activité physique, mais de façon adaptée. Ça va me permettre, en fait, de réapprivoiser mon corps, de me dire qu'il peut être utile et d'un point de vue de la masse corporelle, de la masse physique, de la masse musculaire, et ben, ça va stabiliser aussi beaucoup de choses. Ça va stabiliser le poids, on va se sentir plus à l'aise. On retrouve dans plein d'études, on retrouve aussi des résultats similaires pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Il va y avoir l'impact de l'activité physique, encore une fois régulière, donc 1 demi-heure, 3 fois par semaine à peu près. On a des résultats qui sont vraiment très impactants. On retrouve aussi une diminution de l'utilisation du nombre de traitements dont on va avoir besoin. Les traitements, c'est bien à certains moments, mais quand c'est associé à une activité physique, on se rend compte que ça diminue en fait l'utilisation de tous ces traitements-là. La personne va se sentir mieux dans son corps, va avoir besoin de moins de traitements et va être à l'aise. Donc oui, c'est quelque chose que j'encourage énormément auprès de la plupart des patients que j'ai. Pour autant, ça nécessite de dépasser quelque chose qui est que souvent, pour plein de personnes, et je vous propose qu'on écoute un témoignage à ce sujet, le sport et l'anxiété, c'est souvent assez lié. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes pour qui, quand tu vas leur dire même activité physique, la première chose qu'elles vont penser, c'est « Oh mon Dieu, mais je suis pas assez bon, je suis pas assez bien ». On écoute des témoignages. J'ai longtemps eu une relation très conflictuelle avec le sport. J'étais mauvaise en EPS, j'étais toujours choisie dernière dans les équipes. Le sport d'équipe ne me donnait aucun plaisir, par exemple, parce que j'étais très anxieuse à l'idée de mal faire. Il a fallu un événement très douloureux dans ma vie pour que je me mette à la course à pied. Aujourd'hui, contre toute attente, je m'entraîne pour un semi-marathon. En fait, je me suis découverte puissante. Personnellement, je n'arrive plus à faire du sport car je l'associe à de la performance. Du coup, je me mets trop de pression et donc j'en fais pas. Ça m'attriste car j'ai toujours essayé de le voir comme un bon moment, de voir les effets positifs, de trouver des sports qui me font vraiment kiffer. Mais la pression reprend le dessus et ça me paralyse. Depuis des années, j'essaye d'avoir une pratique sportive régulière pour prendre de la masse musculaire. Sauf que je suis du genre perfectionniste. Au lieu de me lancer sereinement, de tâter le terrain, je me fixe des objectifs élevés, hyper précis et contraignants. Résultat, je procrastine et je finis par abandonner. Agathe, qu'est-ce que ça t'évoque, ces témoignages-là ? Ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Daniel et qui me semble être un point de départ et un point central vraiment hyper important, qui est la différence entre sport et activité physique, mouvement, pratique physique, peu importe. La jeune femme là, qui témoigne et qui dit j'essaye de reprendre le sport, on sent qu'il y a une sorte de dissociation. À la fois, elle se met la pression et à la fois, ça lui fait du bien. Moi, quand j'entends ça, je me dis ce qui lui fait du bien, c'est pas le sport, c'est le mouvement. Et le sport, c'est pas elle qui l'associe à la performance. Le sport, de fait, c'est associé à la performance. Quand on fait un sport, on veut marquer des points, on veut gagner la course, on veut, etc., etc. Donc c'est associé de fait à la performance. C'est pas elle qui le fait. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une clarté. Et après, en revanche, j'ai rien contre le sport. Et c'est ça qui est intéressant dans le premier témoignage, c'est que elle, au contraire, d'avoir ce marqueur du semi-marathon, je crois, ça lui fait du bien parce que ça fait un objectif quantifiable un peu qu'elle va essayer d'atteindre et qui la renforce à ce moment-là de sa vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est important d'avoir pour nous-mêmes cette clarté de se dire est-ce qu'il y a un lien entre ce que je vais faire avec une forme de performance ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que c'est moi qui le décide ou est-ce que ça m'est imposé ? Ou est-ce que je suis dans autre chose, un autre registre que moi j'appelle mouvement et qui a d'autres tenants et aboutissants, on va dire, dans ma vie. Quand on préparait cet épisode, tu me racontais que je te disais, bah oui, tu vois, il y a tous ces gens qui s'inscrivent à des salles de sport et puis après qui se mettent des objectifs de fou et finalement qui n'y vont pas. Tu me disais, mais oui, en fait, les modèles d'affaires des salles de sport sont basés là-dessus, sur le fait que les gens s'inscrivent et puis finalement lâchent l'affaire parce que trop de pression à la performance et arrêtent tout simplement. Ouais, il y a des chiffres qui sont incroyables là-dessus. Je crois que c'est à partir du 4e mois. Alors, ils appellent ça Sweaty January. C'est tout le monde s'inscrit en janvier, les bonnes résolutions à la salle de sport. Donc là, il y a une sorte de rush où les inscriptions montent de fou. Et au bout de 4 mois, 90% de ces gens-là ne mettent plus jamais. C'est pas qu'ils y vont rarement, c'est qu'ils n'y vont plus du tout de toute l'année. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qu'on s'inflige, qu'on n'a pas du tout envie de faire, qu'on fait pour des raisons qui ne tiennent pas, qui existent sans doute au départ, mais qui sont pas durables, et donc forcément qui sont quelque part pour nous à moyen terme dénués de sens, au sens de la signification dans nos vies. Et effectivement, les salles de sport fonctionnent grâce à ça.
Alors, il y a une étude qui a été publiée en 2022 par la revue PLOS ONE, une revue américaine, qui fait part de chercheurs qui ont observé à peu près 11 000 enfants de 9 à 13 ans pendant 10 ans et qui observent qu'il y a une différence énorme entre les enfants qui ont pratiqué des sports individuels et des sports collectifs. Les sports individuels, en fait, sont souvent facteurs d'anxiété, de stress, de jugement très fort vis-à-vis de soi-même, quand les sports collectifs, pas du tout en réalité, et vont plutôt même maintenir une bonne santé mentale et encourager le sentiment de solidarité et de soutien. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà observé parmi, par exemple, tes élèves qui viennent peut-être pour les uns les unes de sports collectifs et d'autres de sports individuels ? Alors là aussi, pour moi, je ferais la différence entre, parce qu'effectivement, dans le collectif, comme tu l'as dit, et je te rejoins, c'est vrai que la notion d'équipe, c'est très fort. On est ensemble, on s'entraide, on veut gagner, on a le même objectif, donc ça crée du lien. Néanmoins, on peut aussi avoir le côté dans le sport d'équipe d'être le nul ou la nulle de l'équipe qui a fait perdre l'équipe, que ça rajoute une sorte de pression aussi, de se dire merde, j'ai raté le tir et du coup on perd. Donc c'est quand même un peu à double tranchant. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, c'est la notion de jeu et de comment on définit ce qu'est un jeu. Est-ce qu'un jeu doit systématiquement amener à gagner ou perdre ? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes de jeu ? Et pour moi, là, on crée un lien qui est un petit peu différent et aussi un rapport au mouvement qui est un petit peu différent. Parmi les grands obstacles à la pratique du sport, ou en tout cas parmi la souffrance qu'il peut y avoir derrière ça, il y a aussi le sentiment d'illégitimité. Et notamment quand on a l'impression de ne pas avoir le bon corps. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas, si on est une personne âgée, si on est une personne handi, pour plein de raisons. Et je sais que toi, le fait d'être passé par une période de rééducation, tu as vécu des moments où on t'a renvoyé en fait, à un certain nombre de limitations physiques qui n'ont pas été encourageantes pour ta pratique de l'activité physique. Alors effectivement, bien sûr, moi c'était temporaire. On va dire que j'ai eu une ou deux béquilles pendant plusieurs années en cumulé. Donc la marche était compliquée. Et je fréquentais néanmoins, puisque très vite j'ai pris ma rééducation en charge seule, donc j'allais quasiment quotidiennement justement à une salle de sport, aux heures creuses, pratiquer seule. Et c'est vrai que comme je voyais qu'il y a eu des remarques parfois de certains coachs, comme en salle de sport, on est censé pas avoir de handicap, j'étais perçue comme une meuf qui avait une entorse à la cheville, je pense. Par certains coachs qui me croisaient sans avoir fait attention que en fait ça faisait 1000 ans que j'avais des béquilles. Oui, ce que tu avais, c'était beaucoup plus grave en réalité. C'était plus grave et surtout c'était vraiment du long terme. Moi je savais que ces béquilles j'allais les garder pour 6 mois, 1 an. Et une fois j'étais à l'accueil en train de discuter pour poser une question et un coach est passé derrière et a dit en éclatant de rire, ah oui, tu viens t'inscrire à un cours de boxe. Et en pensant que c'était pas grave parce que je m'étais fait une entorse et que 2 semaines plus tard j'allais pouvoir aller à la boxe. Et moi ça m'a fait fondre en larmes parce que je savais que la boxe j'en parlerais peut-être dans 2 ans, mais pas là. Alors que j'aurais eu envie de le faire ce cours de boxe. Et j'ai insisté à l'accueil pour qu'il vienne me présenter des excuses, ce qu'il a fait. Mais ouais, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas imaginer quelqu'un qui est sur une rééducation très longue venir à une salle de sport. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est important de se former, notamment par exemple quand on travaille dans une salle de sport ou quand on est enseignant d'activité physique, à appréhender tous les corps et à savoir parler en fait aux gens qui ont potentiellement des limitations, des besoins particuliers, etc. Alors effectivement, là c'est un grand sujet, j'ai pas nécessairement de solution. En revanche, ce qui me semble important, c'est quand on voit un corps, quel que soit ce qu'on en voit ou ce qu'on n'en voit pas, de pas préjuger de ce que la personne peut ou ne peut pas. Et ça, je pense que c'est... et combien de temps cette possibilité ou cette impossibilité va durer pour la personne ? Et ça, je pense que s'il y a une chose que mon accident m'a apprise, c'est celle-là, et vraiment dans les 2 sens. C'est-à-dire que, ok, t'as des béquilles, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ou t'as pas de béquilles, mais il y a peut-être des choses que tu peux pas faire, de par ton histoire, de par tes peurs, peu importe. Et d'essayer de développer, quand on est au contact d'un public dans un environnement sportif, cette capacité à se dire, ok, je vais poser la question d'abord peut-être, voir si j'ai la place de poser cette question, regarder vraiment le corps que j'ai en face de moi et pas préjuger de l'histoire de ce corps. Toi, c'est l'une des forces de ta pratique. Je sais que tu travailles avec tous les corps. Récemment, tu racontais dans une newsletter que une de tes élèves avait plus de 80 ans, je crois. Ouais, 83 ans, ouais. Pour moi, le cœur si on parle de mouvement, si on sort de la sphère du sport, justement, et qu'on est dans une pratique de mouvement, le cœur du sujet, c'est de se dire qu'est-ce qui est adapté. Pour moi, d'abord,
Et ensuite, en tant qu'enseignante, pour mes élèves. Qu'est-ce qui est adapté à cette personne, mais aussi à cette personne aujourd'hui, ce qui ne sera pas peut-être la même chose demain, et de vraiment se dire, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire. Moi, j'ai eu... je pense que cette réalisation-là, elle s'est passée au moment où j'étais en fauteuil roulant. Donc, à un moment donné, j'avais le bassin cassé. Donc, j'étais alitée. À un moment donné, on nous remet assise au bout de 2 mois. Donc, on est extrêmement fragile. On est en fauteuil, très bien. Mais j'ai eu la chance de ne pas avoir les bras cassés. Donc, j'avais des épaules et des bras fonctionnels. Mais pour moi, c'était une vie où je passais de prof de yoga à un moment où je pouvais, entre guillemets, plus rien faire. Donc, je passais mes journées à pleurer, évidemment. Sauf qu'un jour, en sortant d'une séance de kiné où je ne pouvais rien faire, quasi littéralement, j'ai mis de la musique et je me suis dit, ok, je vais juste bouger mes épaules et mes bras, puisque ça, je peux le faire. Et en fait, j'y ai passé peut-être 3 quarts d'heure. Et à partir de là, tous les jours, j'ai pu faire ça. Et je me suis rendu compte, j'avais une minerve en plus parce que je m'étais cassé le cou. Donc je me suis dit, les possibilités que j'ai encore aujourd'hui, je peux bouger en y prenant du plaisir, en écoutant mon corps, en étant dans mes sensations, en sortant de là mieux que j'y suis rentrée de cette séance de 3 quarts d'heure. Elles sont ces possibilités infinies. Donc là, je me suis dit, mais ça c'est un truc de fou, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'option alors qu'elles existent. Alors tu parles de la notion de plaisir et pour moi c'est hyper important parce que pour beaucoup de personnes le sport c'est ce truc bon pour la santé mais qui en fait est une contrainte de plus, il faut y aller, il faut avoir le temps, c'est cher, on se dit que je vais pas être assez bon pour ci, pour ça et finalement on se pose assez peu la question du plaisir. Moi personnellement ça m'a aidé d'arrêter de penser le sport comme une obligation ou comme même un outil pour prouver aux gens que j'étais meilleure que mon voisin, ma voisine, mais de plutôt commencer à penser l'activité physique comme un plaisir. Je vous propose d'écouter un témoignage qui va dans le même sens. Pendant très longtemps, j'ai voulu contrôler mon corps avec ma tête. Je m'infligeais des sessions intensives de course et de cardio, parfois jusqu'à la crise d'angoisse. La chose la plus importante pour moi, c'était de contrôler mon corps, de le garder le plus fit possible. En parallèle, je jugeais beaucoup les gens qui ne s'astreignaient pas à la même chose que moi. Un jour, j'ai découvert qu'il était possible de bouger en douceur, avec des pratiques comme le yoga, que bouger pouvait se faire dans le plaisir et la joie. J'ai l'impression que personne ne m'avait jamais montré qu'on pouvait être bien et heureux sans se faire violence. Agathe ? Alors là, il y a 2 choses, mais sur cette idée de se faire violence, moi je voudrais parler d'un mot qui est le mot effort. On n'est pas programmé en tant qu'animaux pour faire des efforts au sens d'aller se vider de notre énergie. On est plutôt programmé pour économiser de l'énergie pour survivre. Donc, faire du sport, aller courir dans tous les sens et perdre je sais pas combien de calories, entre guillemets, pour rien, on n'est pas fait pour ça. Donc, faire un effort, c'est quelque chose d'un peu, entre guillemets, contre nature. Néanmoins, c'est pas la même chose de faire un effort et de se faire violence. Pour moi, la notion d'effort, elle est très belle. Elle fait partie de ma pratique, elle fait partie de mes cours avec mes élèves. Mais pour qu'il y ait du plaisir aussi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas que de l'effort. Et qu'il y ait, par exemple, de l'apprentissage de nouveaux mouvements, un travail sur la motricité, une relation avec les autres, l'observation des réactions de la personne avec qui je travaille et des miennes peut-être, des mises en situation différentes, une interaction avec l'environnement. Et que tout ça, ça vienne donner, en plus de l'effort que j'ai envie de faire, du sens à la pratique et à ce qu'on fait. Et pour moi, le plaisir, il vient du sens qu'on donne aux choses. L'effort tout seul, si on n'a pas une appétence pour ça, et encore une fois, je pense que la plupart d'entre nous ne l'avons pas, c'est difficile de le lier au plaisir. Et mettre du sens, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec des outils, ce que je disais tout à l'heure, en allant piocher à droite, à gauche, dans des choses qui m'interpellent, qui m'intéressent, ou que je vois qui fonctionnent bien avec mes élèves. C'est l'une des choses qui m'a le plus surprise dans ta pratique, je peux le dire, j'ai fait plusieurs stages avec toi, c'est le fait qu'on rit beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de moments où on explose de rire parce qu'on fait des choses assez étranges avec nos corps, parce qu'on se surprend, parce qu'on s'amuse. C'est quelque chose que tu as pensé, qu'on se marre pendant ta pratique ? Alors, oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est intéressant que tu en parles comme ça, c'est la notion de jeu qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, et de jouer sérieusement, c'est-à-dire de se dire, ok, parfois dans la vie d'adulte, il y a une sorte de dichotomie entre on est au boulot, on est sérieux, et on déconne parce qu'on est bourré dans d'autres contextes, et c'est un peu l'un ou l'autre. Mais sauf que le jeu, c'est une pratique d'apprentissage qui est super riche, et ça peut passer du coup par de l'étonnement, du rire, de l'inattention,
inattendues, des choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc tout ça peut effectivement créer du rire et une ambiance qui est liée à ce jeu. Néanmoins, quand c'est fait dans un contexte d'apprentissage, et le jeu pour ça c'est super riche, ça permet vraiment d'avancer et de se surprendre soi-même dans un contexte de pratique physique. Ce que j'essaye aussi souvent d'utiliser, c'est ce que j'appelle, et qui peut créer ce que tu décris, en anglais on dit task-based movement. Donc c'est du mouvement qui est basé plus que sur la manière de faire, sur le résultat. Par exemple, je peux dire à mon élève, ok, on va travailler la force dans les jambes, tu vas te passer de la position debout à allongé sur le dos à debout, sans jamais t'arrêter de bouger, à ton rythme. Et on commence comme ça. Et après, je vais lui dire, OK, maintenant, tu as le droit de te servir que de ta main gauche et de tes jambes. Ensuite, maintenant, que de tes jambes. Ensuite, tu vas le faire, mais avec les mains dans le dos. Ensuite, tu vas le faire en mettant les mains sur la tête. Ensuite, vous allez le faire à deux et une personne va donner le rythme. Et donc, de là, on va pouvoir décomposer ce travail de station debout, allongé, comment je passe par cet état intermédiaire de façon fluide, sans m'arrêter de bouger, etc. Mais sauf que moi, je donne juste un cadre, je donne pas la règle, je donne pas le déroulé. Et là, les gens se surprennent eux-mêmes parce qu'en fait, ta solution à toi, avec ton bassin, ton corps, ta souplesse, ce sera peut-être pas la même que moi. Et du coup, on va s'inspirer aussi et on va s'étonner en se disant « Ah, mais tiens, j'avais pas pensé, mais je peux peut-être croiser les jambes, atterrir en tailleur, peu importe. » Il y a des solutions qui émergent et ça peut aussi créer du rire. Alors, ce que j'entends dans ce que tu nous racontes, c'est la notion de créativité également, notion qui est très importante à Encore Heureux, puisqu'on a fait un épisode entier sur le sujet avec Nathalie Séjean. Et j'ai l'impression que c'est en y pensant comme ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cette pratique-là, elle nous procure autant de joie, c'est qu'on peut y déposer de soi, on peut y créer. Ça, pour moi, c'est un aspect qui est central, qui est vraiment central. C'est la créativité, elle est liée, elle va main dans la main avec, quand je parlais de sens et de signification tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment deux sujets qui sont complètement liés. Qu'est-ce que j'exprime ? Et on ne parle pas forcément de créativité artistique, mais qu'est-ce que je trouve comme solution ? Qu'est-ce qu'on me demande de trouver ? Qu'est-ce que l'environnement et la pratique me demandent de trouver comme solution avec mon corps dans ce contexte-là ? Et c'est très, très lié au plaisir. Enfin, quand la créativité est sollicitée, pour moi, le plaisir de faire le travail, il est beaucoup plus important. Et puis le travail à deux aussi, parce que je m'inspire de ce que je vois. Et c'est pour ça que dans mes cours, je trouve que ça facilite beaucoup de se détacher de l'aspect performance physique immédiate. Parce que celui qui a les jambes les plus costauds, ce ne sera pas forcément celui qui trouvera le plus de solutions dans tous les jeux systématiquement. Donc, celui qui a les jambes les plus costauds, il peut regarder celui qui a des jambes peut-être moins costauds, mais se dire « Ah ouais, mais tiens, cette solution, moi, j'y avais pas pensé. » Et finalement, lui, ce qu'il a, son potentiel, il l'utilise d'une façon différente. Et au final, il arrive très bien à fonctionner, et à faire l'exercice ou le travail. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et ça va dans le sens, le fait, par exemple, de travailler à deux, à plusieurs, d'observer les autres, d'une pratique collective. En fait, là, on parle pas de sport d'équipe, mais on parle quand même d'une pratique collective. Et il me semble que ça nous sort un peu de cette idée qu'il faudrait forcément être seul face à son activité physique. Et puis, ça la renouvelle. Parce que les solutions qu'on trouve un jour, ce sera pas, et qui viennent de nos sensations, ce sera pas les mêmes que celles qu'on trouve la semaine suivante ou le mois d'après ou dans 10 ans aussi. Donc, ça permet de renouveler même l'exercice dont je viens de parler. Mon travail, je peux le faire avec quelqu'un qui a une blessure au genou. OK, comment on va passer autour de ce genou pour aller quand même au sol ? Peut-être que je vais lui donner un support, peut-être que ce sera ma main, peut-être une rampe d'escalier, peu importe. Mais on pourra quand même faire ce travail. Et la créativité, c'est précisément ce qui émerge quand il y a des limitations. Et c'est ça qui est magique. C'est que quand on ne donne pas de règles du jeu trop serrées, qu'on ne fait pas un carcan, on s'aperçoit que ah ouais, mais moi j'ai une blessure à la cheville, du coup, je vais me servir de mon buste pour compenser et pour quand même trouver un mouvement fluide pour aller au sol. Et cette limitation, elle fait apparaître des choses que d'autres n'ont pas vues. Alors cette pratique créative qui s'adapte, qui se réinvente, il me semble que c'est aussi une façon de développer un corps intelligent. Je vous propose qu'on en parle dans un instant. Se créer un corps intelligent, ce que j'essaie d'exprimer par là, pour moi, c'est se créer un corps qui peut vivre sa vie, peut faire plein de choses de façon autonome, pas spécialement dans l'activité physique, mais en fait dans la vie de tous les jours. Porter des choses, construire, fabriquer, créer. Et je trouve qu'à partir du moment où on pense l'activité physique comme ça, comme un outil, comme un appui au service du reste de son existence, il y a quelque chose en fait de très libérateur et de très intéressant.
Alors, si on revient à ce que je disais au début, ce dont je parlais sur cette histoire, pour moi, quand tu parles de corps intelligent, on parlait de qualité motrice au départ. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup le lien avec ça, de se dire, on a deux manières, quand je parle d'harmonie dans le corps, quand on est tous, quand on pense au territoire de mouvement, on sait à peu près où on se situe, la plupart d'entre nous. On sait qu'on a une facilité à être, par exemple, plus souple, mais que la force, il y en a moins. Peut-être on est très endurant, mais on est moins coordonné, peu importe. Et donc, c'est de se dire, comment je vais essayer d'équilibrer ces qualités motrices. On a deux choix de toute façon quand on veut, entre guillemets, s'améliorer. On peut se dire, moi j'ai une endurance, un cardio de ouf, je vais avoir encore plus un cardio de ouf, je vais faire des marathons à gogo, vraiment aller chercher encore plus loin et vraiment travailler sur cette endurance jusqu'à tout en haut de la montagne. Ou alors on peut se dire, ok, moi je sais que j'ai une facilité pour ça, j'ai de l'endurance et peut-être que j'ai d'autres choses, mais je sais que je suis pas très souple, par exemple, ou que je suis très peu coordonnée. Je vais aller travailler justement sur ces qualités qui sont un peu à la traîne chez moi, en essayant de les remonter un peu pour équilibrer tout ça. Et ce qu'il y a derrière, pour moi, dans ma réflexion, ça revient à la toute première aspect dont je parlais au début, c'est l'idée de la longévité. Pour moi, bien vieillir, ça passera nécessairement par une forme d'équilibre entre ces qualités motrices. S'il y en a une ou deux ou plusieurs qui pêchent très très fort, il y a plus de chances que ça nous joue des tours à un moment donné de notre vie plus tard. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller se challenger avec des pratiques dans lesquelles de prime abord on n'est pas très bon, pas très bonne ? Ouais, tout à fait. Ça veut effectivement dire ça. Ça veut dire essayer de sortir d'un rapport de ce qu'on disait tout à l'heure, la performance, le sport, être bon. Si j'y vais, c'est parce que je suis forte ou fort. Ou au contraire, se dire, non, moi justement, je vais là parce que mon besoin, il est là. Mon besoin au sens où je sens que j'arrive même pas à toucher mes genoux quand je me penche en avant, par exemple, et j'ai 20 ans ou 25 ans. Peut-être qu'à un moment, on peut très bien vivre comme ça, il n'y a pas de souci, mais ça peut me jouer des tours à un moment donné quand j'aurai 60 ans et que je voudrais m'asseoir par terre pour jouer avec mon petit-fils, par exemple. Donc ça, c'est la question du bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien vieillir ? Et effectivement, c'est accepter, et ça fait vraiment partie, en tout cas, de mes cours, parce que de toute façon, c'est ça qui est bien. Tout le monde a des endroits où ça va pêcher un peu plus. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que chacun va y passer, entre guillemets. Daniel, est-ce que d'un point de vue, on va dire un peu psychologique, aller se confronter à des pratiques dans lesquelles on n'est pas très bon, pas très bonne, débutante, ça fait du bien d'un point de vue, pour le dire grossièrement, de travailler un peu sur son ego et de ne pas aller seulement vers des choses qui nous confirment en tant que personne extraordinaire. C'est très important de pouvoir développer ces différentes qualités parce que, comme Agathe le disait, si on en a développé qu'une seule et qu'elle pêche, tout va s'effondrer. Alors que si on en a plein qui ont été développés, s'il y en a une qui est un petit peu moins bien, qui va un peu moins bien pendant un certain temps, c'est pas grave, les autres seront là pour compenser. Le cerveau humain, à un moment donné, on pensait qu'il y avait des connexions qui se créaient que pendant l'enfance. Mais en fait, on s'est rendu compte que même à l'âge adulte, il y a encore plein de connexions qu'on peut faire et qu'on peut développer. Et donc, se mettre des petits obstacles dans sa pratique, dans son activité physique qu'on fait régulièrement en faisant, tiens, je vais faire mon footing avec une main dans le dos, ou alors qu'en marchant sur cette ligne, ou alors je vais faire le sport habituel que je fais en mettant un petit peu une légère difficulté, on n'est pas obligé d'avoir une entorse ou quoi que ce soit, on peut aussi le faire de façon ludique, ça va entraîner de la créativité, une plasticité cérébrale qui va en fait nous permettre d'envisager d'autres possibilités. Le fait de sortir de sa zone de confort doucement, ça va permettre en plus de pouvoir être plus créatif et créative dans le domaine qu'on est en train de faire, mais dans d'autres domaines aussi, parce que cette plasticité cérébrale, une fois qu'elle est développée dans le domaine d'activité physique qu'on était en train de faire en se mettant un petit handicap ou en faisant de l'éducatif ou quoi que ce soit, en fait on peut la mettre aussi à d'autres moments en se disant tiens, je suis en train d'écrire quelque chose, tiens, je vais écrire, au lieu d'écrire sur des feuilles blanches, je vais écrire sur des feuilles à carreaux, ou je vais dessiner sur un autre support que j'utilisais pas habituellement. Ça m'entraîne à développer encore plus de plasticité. Et comme pour l'activité physique, l'activité cérébrale, à un moment donné, il y aura des moments où on va avoir des compétences qui vont pêcher un peu. Et si on en a créé d'autres et développé d'autres et mis en place plusieurs connexions neuronales,
il va y avoir un réseau sous-jacent qui va se développer, qui va se mettre en place et même s'il y a quelque chose qui est plus difficile pendant un moment, on va compenser avec le reste. Donc oui, le fait de pouvoir développer des activités physiques variées et des choses où on pêche un peu plus, ce sera très important au point de vue santé mentale également. Sur la notion de plasticité, moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressante, c'est il faut 2 aspects de ce que disent les études pour que, effectivement, ça peut se passer à tous les âges, pour que le cerveau développe cette plasticité. Quand on est dans l'activité, il faut essentiellement 2 choses. D'une part, c'est une forte concentration et d'autre part, c'est une forte motivation. Donc, concentration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais mon activité des burpees en pensant à ce que je vais manger ce soir... Des burpees, c'est une sorte de saut, une pompe, un saut à nouveau, c'est affreux, c'est horrible. Ouais, une sorte d'activité fitness, ou que je cours, ou autre chose, ou que je nage, en pensant à ce qui s'est passé au boulot, à la réunion 2 heures avant, ou à ce que je vais me faire à manger le soir, je suis pas concentrée. Donc, il faut que je ne puisse penser à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la motivation. Mais la motivation profonde, au sens de quel sens ça a pour moi. Donc, ce qu'on voyait dans le témoignage du début, c'était que la motivation de prendre la masse musculaire, par exemple, à mon avis, c'est pas à moyen et long terme, c'est peut-être pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui me motive profondément ? Ça peut être le lien social, par exemple, ça peut être apprendre de nouvelles choses, ça peut être des raisons comme ça, pour faire cette activité-là en particulier. Et quand il y a les deux, cette motivation profonde, cette signification et ce focus réel, là, il y a la plasticité. Et là, on est dans un phénomène d'apprentissage. Alors moi, j'ai une motivation très très profonde, c'est que, à mon sens, apprendre à bien bouger, c'est un enjeu féministe majeur. On le sait que les petits garçons sont beaucoup plus encouragés à faire du sport, à développer leurs compétences physiques, et que ça ensuite, ça se retrouve peut-être dans leur capacité motrice plus tard pour faire des choses de l'ordre de l'autonomie, comme on le disait tout à l'heure, fabriquer des choses, etc. Est-ce que toi, dans ton approche, il y a une dimension féministe d'encourager en quelque sorte notamment les femmes, à explorer, faire des choses avec leur corps pour, au-delà d'expérimenter du plaisir, être plus intelligentes dans leur corps? Oui, inévitablement. Je pense que ma pratique, moi, elle est née d'une situation assez égoïste qui était celle de mon accident et de revivre le mieux possible et bien. Mais ce dont je m'aperçois, parce que cette pratique, notamment, elle se fait dehors dans l'espace public, c'est qu'elle est effectivement liée à ces enjeux-là. Et moi, je le vis au quotidien parce que je suis dehors presque tous les jours pour pratiquer dans un parc qui est peuplé à 99,5% d'hommes qui se sont habitués maintenant à ma présence, donc j'ai plus de regard. Mais il est certain que cette présence du corps d'une femme qui en plus n'est pas en train de faire du jogging mais fait des trucs bizarres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ça demande, selon les jours, ça peut me demander plus ou moins un effort. Et c'est vrai que, j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a littéralement quelques semaines, où, alors, faut se dire que ce bout de parc, c'est un peu mon bureau à moi. J'y suis tous les jours, je fais ma pratique, mais aussi mes recherches, je prépare mes cours. Et 2 fois sur 3, quand j'arrive, il y a une enceinte avec de la musique à fond qui a été mise par un homme. Donc, ça fait beaucoup rire les gens qui me suivent sur Instagram parce que souvent, je fais des vidéos et j'en parle. Parce que moi, selon les jours, des fois, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai juste envie d'être dans ma bulle et pour faire mon travail, comme si vous arriviez dans votre open space et que le mec du bureau d'à côté, il avait une enceinte à fond, en train d'écouter sa musique. Bon. Donc, il y a des jours où ça saoule. Et l'autre jour, je me suis décidée à aller leur parler. Donc, c'était des mecs super costauds. J'étais là avec mon legging, bonjour. Et en leur disant, en fait, ça me dérange un peu, quoi. Et puis, c'est l'espace public. Moi, j'ai des écouteurs et ils m'ont répondu, on fait ce qu'on veut, c'est l'espace public. Et là, je me suis dit, mais ça résume tout. Enfin, ça résume tout. Pour lui, l'espace public, c'était l'endroit où il pouvait prendre l'espace. En fait. Et pour moi, l'espace public, c'était l'endroit où j'essayais de trouver ma place et où, par nature, on devait partager. Et donc, il n'y a pas de souci, tu veux écouter de la musique, mais en fait, tu mets des écouteurs. Et ça, c'est typiquement le genre d'aventure qui m'arrive, mais aussi quand je suis avec mes élèves et qu'on est en groupe. Que je sois une seule femme ou qu'on soit 8, ça ne change rien. Donc, ouais.
Il y a un épisode du podcast Les couilles sur la table qui s'appelle Des villes viriles qui montre justement que, entre autres choses, les équipements sportifs publics dans les rues, dans les parcs, etc. sont majoritairement fréquentés par des hommes, que par ailleurs, les équipements sportifs les plus financés sont dédiés à des sports plutôt fréquentés par des hommes. Donc il y a un enjeu, comme tu le disais, d'aller occuper l'espace, même si c'est pas si simple. Ça peut provoquer des peurs, ça peut provoquer l'impression de ne pas être légitime. Toi, quel conseil tu donnerais je sais pas, par exemple, à des femmes qui voudraient comme ça aller occuper l'espace public pour faire autre chose que, je sais pas, s'occuper de leur enfant ou juste passer très très vite d'un point A à un point B? C'est pas facile comme question. C'est pas facile parce que pour moi-même, il y a des jours où franchement, c'est pas facile. Mais je pense que finalement, ça se situe en amont. C'est-à-dire qu'il faut que la pratique, elle ait tellement de sens, qu'on ait tellement cette envie, déjà de commencer petit, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes, pas y passer 2 heures, mais de se dire, OK, j'essaye petit de faire un truc qui va me faire du bien. M'étirer dans un coin, m'accrocher à une barre pour délester ma colonne vertébrale. Et même si c'est 30 secondes, et même si c'est 1 minute 30, et ça permet de voir les regards, voilà, comment je le sens. Et puis si on décide de partir, on décide de partir. Mais ce mélange de progressivité et de le faire parce qu'on en a besoin et d'avoir trouvé une réponse à ce besoin dans le fait d'être dehors. Parce que être dehors, c'est quand même, pour moi, pour ma santé mentale, on parlait de ça tout à l'heure, c'est essentiel. Maintenant que j'ai pris l'habitude et que j'ai quitté, en l'occurrence, les studios de yoga, que j'aimais beaucoup par ailleurs pour plein de raisons. Mais c'est vrai que être dehors, la lumière du jour, et surtout en hiver, où on a tous tendance à en manquer beaucoup, c'est super important. Et même si on peut s'octroyer que 10 minutes et de profiter de l'espace, c'est quand même fort. Et au-delà de la question du genre, occuper l'espace public pour y faire du sport, mais au-delà de ça, pour y expérimenter des plaisirs, des loisirs, c'est un enjeu, il me semble, assez important dans un système capitaliste dans lequel, la plupart des espaces publics sont soit dédiés à des routes pour faire passer des voitures, mais aussi pour consommer, des magasins pour acheter des choses. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un enjeu d'occupation de l'espace ? Il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu que c'est gratuit. Déjà. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de rappeler qu'il y a une industrie derrière le, entre guillemets, sport, qui s'appelle l'industrie du fitness et qui veut nous vendre beaucoup de choses. Beaucoup de leggings, beaucoup de baskets qui coûtent très cher, beaucoup de poudre de shaker et beaucoup d'équipements aussi, de machines, de salles, d'abonnements, de programmes de muscu. Enfin, c'est énorme. Et l'espace public... par définition, il est quand même gratuit. Donc là, on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la créativité. Qu'est-ce que je peux faire avec un bout de parc, mon corps, peut-être un banc, un muret, une balle? Est-ce que je peux tenir en équilibre sur 2 jambes, une jambe, avec mon copain ou ma copine qui me déséquilibre? Comment je réagis à ça? Le banc, est-ce que je peux inventer des manières de m'exprimer physiquement autour de ce banc? Il y a beaucoup de choses qu'on peut inventer, mais c'est vrai qu'il faut changer le regard. Et on a tous et toutes à ce regard. Le sport, c'est la salle de sport avec la machine de muscu qui coûte hyper cher, qui nous apprend à plier et déplier une jambe, versus le sol, peut-être un arbre, si on a la chance d'avoir un peu de nature autour de chez soi, ou un banc, ou un muret, etc., etc. Donc il y a des solutions, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ça demande de se réhabituer à voir différemment l'espace urbain, par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des devoirs à donner à nos auditorices de type, sortez de chez vous et allez occuper l'espace, quoi. Prenez du plaisir, mettez de la musique pas trop fort, avec des écouteurs peut-être, pour Agathe, et juste expérimenter, quoi, des choses avec vos corps, peut-être en groupe. Moi, tu vois, en arrivant ici, il y a un parc juste à côté, là, de la Gaîté Lyrique, et il y a des jeux pour enfants, et il y a des bancs. Et je me suis dit, je pourrais faire un super cours ici. Donc moi, si je devais donner des devoirs, ce serait de dire, si vous avez un enfant et que vous allez l'emmener dans les jeux pour enfants, prenez, même si c'est que 5 minutes, de voir qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien avec ce module, ce truc carré, des cordes, je sais pas ce qu'il y a à disposition, mais ça fonctionne très bien avec un banc. Avec un banc, de se dire, OK, je vais bouger avec ce banc. Alors peut-être quand on l'a jamais fait, c'est un peu intimidant. Faites-le quand il n'y a pas trop de monde autour la première fois. Mais je me mets ma musique et je me dis, OK, un banc, c'est un dossier, c'est une assise. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être, je vais alterner, mettre main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Et qu'est-ce qui se passe
déplace quand je bouge comme ça avec ce banc. Ou alors les 2 mains, les 2 pieds, une main, un pied, pied opposé, main opposée, et ensuite je change. Et comment je me déplace? Est-ce que je peux trouver plusieurs façons de passer par-dessus le dossier? Ok, il y a comme ça, peut-être il y a sur le côté, ou sans toucher le sol, ou en étant parfois en contact avec le sol. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, mais faut se donner comme ça des petites tâches courtes au début. Est-ce que pour terminer, on pourrait évoquer l'effet de l'activité physique sur le sentiment de puissance? Et à nouveau, je pense qu'il y a un enjeu féministe derrière qui est de dire travailler sur la puissance de son corps, l'intelligence de son corps. C'est aussi peut-être se laisser l'opportunité d'aller ensuite dans le monde, faire d'autres choses, au bureau, au travail, dans la vie, avec peut-être voilà, un peu plus de muscles, un peu plus d'énergie. Il ne s'agit pas de faire du bodybuilding pour se sentir puissant, mais simplement de prendre conscience aussi de l'effet que ça peut avoir sur notre mental. Ça, c'est aussi un enjeu très important et très complexe. Je ne sais pas si j'ai des choses très profondes à dire là-dessus. Pour moi, il y a quand même un sujet qui est important, c'est celui du stress. Dans l'effort, on impose au corps un stress et on l'impose volontairement. Et quand on a une pratique un peu consciente, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être à l'écoute de nos sensations, ça ne veut pas dire qu'on va rejeter ce stress. Au contraire, on va aller le chercher, mais pour que le corps s'adapte. Si on met trop de stress, c'est ce que disait, il y a un des témoignages où c'était la blessure, ça allait trop loin, je mets trop de pression, etc. On peut se dégoûter, mais on peut aussi se blesser. Si on met pas assez de stress, c'est pas ouf non plus parce que le corps ne va pas s'adapter. Donc l'adaptation du corps, c'est une réponse au stress. Et en ça, le stress dans la pratique physique, quand c'est bien dosé, c'est un élément positif. Et moi, j'ai le sentiment que ça, c'est un facteur de puissance. De se dire, je m'impose à moi-même un stress, mais qui est suffisamment dosé, qui n'est pas un stress aveugle, qui n'est pas un stress qui va me blesser, qui est un stress qui va me permettre de m'adapter et de m'avancer. Et je suis capable, et ce stress, il n'est pas le même tous les jours, il n'est pas le même en fonction des moments de ma vie, parce que la vie, elle a changé, j'ai un enfant, je suis malade, peu importe, ou au contraire, je suis en pleine forme. Et j'ai ce curseur un peu très précis, très intime, de quel stress est juste pour que mon corps s'adapte et pour me permettre d'avancer. Donc, il me semble que ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est un facteur d'empouvoirment. Je peux témoigner aussi que, étant passé d'un rapport au sport très négatif à des pratiques, le yoga, de la muscu, courir, développer mon cardio, etc., ma façon de marcher dans la rue et par exemple de passer devant des groupes d'hommes sur des terrasses de café, par exemple, elle a totalement changé. Sans doute pas seulement du fait de l'activité physique, mais honnêtement beaucoup aussi du fait de l'activité physique. Le fait de se sentir comme contenu en quelque sorte dans des muscles, le fait de travailler un souffle qui soit plus calme, plus tranquille face à l'adversité, c'est quelque chose que je trouve infiniment puissant, infiniment émancipateur. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans la gestion des traumas, et notamment pour accompagner des personnes qui ont eu des traumas sexuels. Il me semble, Daniel, que tu peux en parler. Tout à fait. Quand il y a des traumatismes qui se passent, notamment dans des traumatismes sexuels ou dans des traumatismes physiques, comme Agathe l'a dit tout à l'heure, on va être dépossédé de notre corps. Notre corps, il va plus nous appartenir parce que on a subi une violence sexuelle, quelqu'un s'est approprié notre corps, on a fait un objet, il l'a utilisé, ou on va être dépossédé de notre corps parce qu'on a eu un accident qui nous a fait perdre nos jambes ou pendant une certaine période ou pendant un temps beaucoup plus long. Et le fait de pouvoir avoir cette activité physique qui est adaptée à ce qu'on peut faire à l'instant T, qu'ensuite qui va être développé au fur et à mesure, ça nous apprend à reprendre possession de notre corps. On se réapproprie quelque chose qu'on nous a enlevé, volontairement ou involontairement, on se réapproprie progressivement ça et ça nous permet de dépasser ce traumatisme qu'on a vécu. Encore une fois, que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme sexuel, on peut passer par-dessus ça. Donc avec une activité, en ne voyant plus notre corps comme un objet qui a été pris par quelqu'un d'autre, mais quelque chose qui nous appartient, quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on peut mouvoir comme nous on l'entend et pas comme quelqu'un d'autre a décidé de l'utiliser, ça nous permet de nous réapproprier ça et de se dire, en fait, c'est mon corps, je suis bien là-dedans et je dépasse aussi un petit peu ce traumatisme-là. Pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, il y a une phrase que je dis souvent et que j'aime bien dire, c'est que, parce qu'on parle de plaisir, on parle là de mouvement pour soi, de retour à soi-même, et souvent je dis bouger pour soi-même, c'est bouger comme soi-même. Et en fait, ça veut dire que notre manière de bouger, nos choix de mouvement, c'est comme nos empreintes. C'est très intime, c'est très personnel, c'est très individuel et c'est unique. Donc, mon but, ce sera jamais de
bouger comme toi ou comme la personne qui est là-bas ou comme la personne que je vois sur Instagram. Ça peut m'inspirer, ça peut me donner des idées, très bien. Mais mon but à moi, et c'est pas si simple parce que ça demande de se connaître, de s'explorer, c'est de bouger comme moi-même. Et c'est là que je bouge pour moi-même. Sur la question des traumas, simplement pour les auditeuristes que ça intéresse, je vous renverrai au livre de Bessel van der Kolk, qui est un médecin spécialiste des traumas, qui s'appelle Le corps n'oublie rien, qui donne à voir vraiment l'intérêt de tout un tas de pratiques sportives et corporelles dans l'accompagnement des traumas. Pour terminer, j'aimerais me tourner vers le public. Est-ce que ce qu'on raconte, ça vous évoque des choses? Est-ce que vous avez des expériences à partager? On va faire passer un micro, n'hésitez pas à lever la main. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu partager. Dans mon cas, le sport, c'est très difficile. J'ai très peu de plaisir à l'effort. Et moi, ma solution, ça a été pour justement oublier et être vraiment dans l'instant présent et pas juger. Ça a été le fait de le faire à deux. Et donc la salsa, moi, c'est comme ça que je trouve du plaisir parce que c'est la rencontre avec quelqu'un. Et moi qui suis dans le contrôle beaucoup dans ma vie, dans ce qui est codifié dans la salsa en tant que femme, je ne décide pas de quelles vont être les passes. Et c'est un des rares moments où j'oublie de contrôler, de réfléchir. Je suis juste en train d'essayer de dire, OK, mon partenaire, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et en tout cas, dans mon cas, ça a été ça, ce qui m'a permis de garder un lien avec le mouvement et le jeu et le plaisir. Ça a été le fait de le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà, je voulais partager ça. Merci beaucoup, et c'est important ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce qu'on a pu évoquer. L'idéal, c'est que ce soit quelque chose de ludique où on prend du plaisir et ensuite c'est une activité physique et on le voit effectivement beaucoup dans les troubles anxieux. Quand on est en train de faire une activité physique, on oublie complètement ce moment d'anxiété parce qu'on est sur le mouvement qu'on est en train de faire. Et donc, ça entraîne le cerveau à plus être tout le temps dans cette anxiété permanente ou dans ce contrôle permanent. Et c'est un lâcher-prise qui est important. Et plus c'est fait régulièrement, plus le cerveau va se dire, en fait, il peut y avoir des moments très agréables où je déconnecte, où je suis pas anxieuse, où je suis pas dans le contrôle, où je suis pas dans quelque chose de plus négatif pour moi. C'est super intéressant. Moi, la danse, ça fait partie des grandes influences de mon travail et de mes cours. Et ça me permet un peu de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de jeu. Et donc, cette référence à ce bouquin que j'aime beaucoup, de James Cars, qui s'appelle « Jeu fini et jeu infini ». Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux types de jeux dans la vie. Il y a les jeux finis, dont l'objectif, c'est de gagner. Il y a les jeux infinis, où l'objectif, c'est de continuer à jouer. Et pour moi, la danse, c'est un jeu infini parce qu'on n'est pas avec un adversaire, on collabore pour avancer ensemble. Il y a quand même des règles du jeu, il y a des pas, c'est pas tout et n'importe quoi, mais on veut jouer ensemble le plus longtemps possible et ce qu'on veut, c'est progresser ensemble. Et c'est vrai dans la danse, mais on peut appréhender plein de choses avec ça. On pourrait avoir une balle de tennis et se dire, OK, c'est un exercice que je fais parfois en cours, on se la lance précisément, donc je veux que tu puisses la rattraper. Et à chaque fois qu'on y arrive, on recule d'un pas et on continue. Et on veut aller le plus loin possible comme ça, s'éloigner le plus possible et continuer à réussir à te la lancer et à ce que tu la rattrapes sans trop bouger sur tes pieds et à me la renvoyer. Donc ça va impliquer deux choses, que toi tu y arrives, mais que moi je te la lance suffisamment bien pour te permettre de la rattraper. Donc on va collaborer tout le temps pour réussir à continuer à jouer et s'éloigner. Et on peut le faire avec la main dominante, la main non dominante, on peut inventer des variantes, mais on collabore et on a envie toutes les deux de jouer le plus longtemps possible. Et en ça, c'est des variations qui sont vraiment riches parce qu'on est dans la balle et on n'associe plus la balle à marquer un point, mais on a envie de continuer à jouer. Une autre question? Bonjour. Du coup, moi, j'aime bien le sport. Je trouve ça cool et en vrai, j'ai plein d'énergie. Du coup, je fais plein de sports, mais en fait, je me rends compte qu'autour de moi, les gens, ils se bougent un peu moins. Et en fait, il y a des trucs qu'on fait, que je fais et que je vois qu'il n'y a plus le même effet. J'aime bien faire semblant de me battre ou on va courir derrière un truc. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils suivent moins. Et j'ai un peu peur que plus je grandisse, moins il y a de gens qui veulent juste jouer, mais pas en tant que faire un sport, juste bouger, quoi. Oui, les adultes jouent de moins en moins, effectivement. Et c'est dommage, c'est vraiment très très dommage, mais dans le monde dans lequel on vit, le jeu, pourquoi, je comprends pas pourquoi on s'en prive. Il y a une autre phrase que j'aime bien qui dit on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on s'arrête de jouer. Et je trouve que c'est très vrai.
Je pense que je pourrais rajouter que moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis devenue prof de yoga, c'est parce que justement, j'ai découvert dans cette pratique la très forte dimension de jeu. On renoue avec tout un tas de mouvements très bizarres qu'on faisait naturellement quand on est enfant, où on roule partout, on fait un peu n'importe quoi avec son corps sans vraiment se poser la question. Et en fait, en réalité, ça provoque beaucoup de plaisir. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu majeur à pratiquer de l'activité physique comme ça, et pas pour des raisons de performance ou pour se sculpter un très beau corps ou pour garder le ventre plat. Ça me semble beaucoup plus émancipateur et beaucoup plus intéressant. Pareil, hein, si je fais du trail, c'est parce que j'aime bien courir. Mais alors, quand on court, le trail, c'est courir juste ailleurs que sur une route. Donc, en forêt, en montagne ou quoi que ce soit, l'environnement, il est pas lisse, il est pas plat. Donc, c'est ludique. Alors, on peut sauter sur une branche, on peut aller là. Et en fait, si on y va à différents moments de l'année, il y a des moments, il y a de la neige, d'autres moments, de la boue. Et en fait, moi, je prends ça comme un jeu et il n'y a pas de performance. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Si j'ai envie de marcher, je marche. Si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Et puis, je repars. Et dans cette activité physique-là ou dans ce sport-là, la notion d'entraide et la notion de jeu, même lors d'une course ou d'une compétition, elle est complètement différente des sports de la course à pied sur route. Donc, si vous courez, je vous encourage à aller vers plus de jeux, donc plus de trail ou ce genre de choses. Pour poursuivre cette conversation, je vous propose qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @encoreheureux_podcast, sur le site de Binge, binge.audio. Vous y retrouverez des ressources, toutes les informations dont vous avez besoin sur notre invité Agathe Filbé. Merci beaucoup Daniel Batoula, Agathe Filbé, d'avoir été avec moi à la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup au public pour votre présence. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson, produite par Charlotte Bex, et les témoignages ont été lus par Charlotte Bex, Juliette Livartowski et Paul Berthiaud. Merci. Merci à toi, Camille.